Ok, avant le server-side rendering, pour introduire ce server-side rendering-là, j'aimerais juste faire une transition à travers une question. Ok. Souvent, on lit concernant le SEO, Oui, selon lequel le server-side rendering est meilleur par rapport au SEO, par rapport au client-side rendering. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà essayé ça pour voir? Est-ce que tu as essayé de faire une sorte de comparaison et voir, OK, c'est le server-side rendering est meilleur par rapport au client-side rendering? bon, j'ai pas encore eu à comparer les deux. Attends un peu, une seconde. Il y a un truc qui m'embête là. Ok, ça va. Je sais pas dans quel dossier il m'a mis quand il a démarré. Euh, une seconde, je vais juste me rassurer que je remets tout en ordre et je te réponds. OK. Ici aussi. Voilà. Oui, donc pour moi, en fait, les deux n'ont pas vraiment de différence si ce n'est le temps que ça prend pour le navigateur de recevoir la réponse. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Le pre-rendering de HTML de ton application, il est généré au moment du build. C'est-à-dire, quand tu fais le build, là, ça te génère le HTML de toutes les pages que tu as demandé qu'on pre-render. C'est-à-dire, si tu as une page home, si tu as une page qui affiche la liste des posts, tu as une page qui affiche les détails d'un post, tu peux demander que ça te pre-render toutes ces différentes pages-là. Et pour les trucs dynamiques comme les posts, par exemple, tu as plusieurs posts, ça va te générer le HTML pour chacun des différents posts que tu as, de telle sorte que dès que le navigateur va aller sur l'URL de ce post-là, il va directement prendre le HTML. Là, tu peux faire ça, là, tu mets même dans un CDN tout simplement, tu n'as même pas besoin d'un serveur derrière et ça te génère, le navigateur accède directement aux ressources. Par contre, le server-side rendering, tu as vraiment un serveur derrière, un peu comme Django fait là. Tu fais la requête, il construit le HTML, il t'envoie. Donc là, on est d'accord, il y aura un temps de processing généralement, parce que à ce moment-là, il va devoir encore aller query la base de données, lire les informations, build le HTML avant d'envoyer ça au navigateur. Ça, c'est quelque chose qui, avec le pre-rendering, c'est fait directement pendant le build. C'est pendant le build que Angular va contacter l'API pour... On ne voit pas. Partage ton écran, s'il te plaît. Ah, je vais devoir partager. C'est bon là? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est vrai, là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça veut dire que même si j'essaye de faire les... Essayons quand même pour voir, analysons un peu le temps de chargement de cette page-ci. Avec la requête HTTP qui est faite derrière là, on va voir ce que ça va donner et la différence qu'on aura donc lorsque on va faire du server-side rendering et du pre-rendering. OK. Là, il prend son temps. C'est vrai que là, j'aurais dû peut-être mettre des trucs un peu plus complexes là avec des images, mais je savais qu'il C'est allait pas me grave, faire on ça. aura toujours Mais quelque déjà, chose. au niveau des performances, je crois qu'on, oui, au niveau des performances, on aura bien quelque chose à démontrer. Donc, niveau des performances, on a un 85% là-bas. Et la raison principale, c'est quoi? Enable text compression, unify JavaScript, reduce English JavaScript, ainsi de suite. Donc, il y a plein de trucs là qui sont des, comment dire, qu'on doit pouvoir compresser. Et ça, c'est parce que on est en train de servir l'application en développement. Et Angular, lui, en développement, il y a tout un tas de choses qui t'injectent là pour pouvoir monitorer ton application et avoir des stack traces un peu lisibles. Oui. Donc, si j'active, par exemple, le server-side rendering qu'on avait tout à l'heure,
Je vais juste prendre la même version qu'on a ici, là. On va modifier le blog. Ça, c'est le website. Blog. Ok. Maintenant, je vais aller observer Unix, alors que je n'ai pas Unix ici. Ok. Voilà. Donc, là, on est en mode server-side rendering et Ok. on voit ici là Angular qui fait déjà de l'hydration. Donc, l'hydration, c'est un concept où, vu que la page est générée au back-end, quand tu l'affiches au front-end, il faut que Angular puisse se réinjecter dans la page pour pouvoir réactiver les fonctionnalités JavaScript dynamiques que tu as normalement avec une application Angular, donc les listeners, sur les boutons, les différentes itérations que tu écoutes, les event limiters, tout ça là. Il faut que Angular puisse se repluguer en fait, que ce soit ça ou bien les données. Donc, c'est le processus d'itération qui permet de faire ça. Parce que s'il reprend juste la page HTML qui vient du serveur et il affiche, c'est vrai, ça va afficher tel que tu voulais, mais la logique Angular n'est pas encore pluguée dans ce que tu avais. Ni les données, les écoutes, les listeners que tu avais sur les boutons, tout ça là, ce n'est pas encore activé. C'est pour ça qu'il y a ce processus d'hydration qui fait qu'une fois que la page est affichée, Angular réhydrate la page avec les informations sur les event listeners, les données même qui sont venues du serveur pour que quand tu cliques sur la page, par exemple, tu puisses interagir avec comme tu l'aurais fait s'il n'y avait pas eu le server-side rendering. Donc, ici, là, si je fais, je ne sais pas si ici, il a déjà pre-render le contenu. Voilà. Donc, j'avais oublié de montrer ça tout à l'heure. Si quand on affiche le HTML ici comme ça, là, tu vois, il y a déjà à l'intérieur les liens des différents posts. Donc, ça, c'est le premier. Ici, là, blog post, on a LI, second post. Ici, là, on a le first post. Donc, tout ça est déjà inclus dans le HTML. Ça fait que normalement, même en faisant le Lighthouse ici, là, je devrais avoir une performance un peu plus évoluée que ce qu'on avait tout à l'heure. Parce qu'on l'a déjà au niveau de la page. Oui, le serveur, lui, il te renvoie le HTML déjà prêt. Angular ne prend plus le temps à se compiler pour pouvoir afficher quoi que ce soit. Donc là, automatiquement, c'est passé à 100%. Ça, c'est parce que le navigateur, il reçoit une page HTML déjà prête. Il n'a qu'à l'afficher. Si je fais ça là et je prends c'est un peu en quoi ça correspond. Si je fais le view page source, je prends ça, je copie dans un truc HTML, un fichier index.html, voilà, ça va s'afficher sans problème. Par contre, ce qui était généré tout à l'heure, je ne peux pas faire ça avec. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est déjà le premier avantage que le server-side rendering apporte. Donc, disons qu'on veut aller et on pre-render carrément toute l'application. Donc, pour ça, on va donc faire un build et regarder un peu ce que lui génère. Donc, par contre, celui-ci, je ne sais pas pourquoi j'arrive à le clôturer avec le aussi. Donc, si je fais ng build block, qu'est-ce qui va me générer? OK. Donc, si je vais dans disk, blog, browser, là, il a juste généré la page d'accueil. Et là-dedans, si tu regardes l'index.html, tu vas voir, il y a les données. Oui. À l'intérieur. Il y a les données des différents blogs à l'intérieur. Ça, c'est en fait la requête que, je ne sais pas si je peux montrer ça ici. Quand il a fait le build là, au niveau En faisant le build quand il là. a fait la requête, il a fait les requêtes justement pour query l'API. Donc, tu vois là, c'est
13h31 parce que j'ai mis mon serveur en UTC, c'est à 14h31. Il y Ok. a juste quelques minutes là, il a fait des requêtes pour obtenir les infos. Et quand il récupère donc ça, il met ça dans le HTML. Ce qui fait que quand le navigateur reçoit ça, s'il y a des requêtes encore à faire, donc quand le navigateur va récupérer ça, au moment où Angular s'injecte dans la page, les appels des services et autres qui ont eu lieu là, il va utiliser ça comme réponse et c'est ça qui va être utilisé pour hydrater dans la page avec ce qui vient du serveur. Et c'est vraiment du zéro time, quoi. Donc, tu n'as pas l'impression que le navigateur réfléchit pour afficher quoi que ce soit. Si je Ouais. viens, je sais un peu cette page-ci là, que HTTP server, disk, blog, browser, là. Donc, il a lancé ça normalement sur l'état post 80. Voilà. Ouais. Donc, c'est la même chose. Il te sert le truc instantanément. Et si tu essayes de voir un peu le temps de chargement, c'est vraiment, vraiment rapide. Donc, ça, c'est le build avec le server-side. Je pense qu'on pourra essayer. En fait, ça, c'est la page qui est servie avec du pre-rendering. Maintenant, si on D'accord. essaye de faire un build sans le pre-rendering pour voir un peu, donc je vais venir ici, là, dans AngularJSON, je vais enlever cette partie-ci que j'ai rajoutée. Donc là, j'ai désactivé le pre-rendering pour le blog. Je refais un build. Ça, c'est juste pour illustrer un peu ce que je disais. Peut-être ça va convaincre certains à souvent faire le pre-rendering de leurs applications. Donc là, ça a régénéré. Voilà tout ce que ça génère comme index.html. Wow. Il n'y a pas de contenu. Et J'imagine qu'il va, il n'y a rien dedans. oui, Voilà. il va Ça veut exécuter dire que quand il va les servir gestes. l'application, c'est à ce moment qu'il va essayer de faire les requêtes pour obtenir les différentes infos. Donc là, il a fait ça. Et maintenant, si je réanalyse un peu, Mais tiens, je n'ai même pas, je n'ai plus les liens qui étaient là. oh, moi j'ai toujours Ah, 100%. ok. Comment il fait ça? Toujours 100%. Peut-être comme cette page, ce n'est pas complexe là. Ah, qu'est-ce qu'il a même fait? Déjà, il n'a rien affiché ici. Oui, je vois pas les. Oui, 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 c'est le truc qui a échoué. Il y a un truc qui a échoué, les requêtes HTTP. Donc là, par exemple, il essaye de refaire les requêtes HTTP et ça échoue. Parce que je ne l'ai pas autorisé ici, là, dans le course, là. Mhm. Et ça montre donc que lorsqu'on a fait le pre-rendering, au moment où il réaffiche la page, il n'a plus besoin de faire les requêtes HTTP. Parce qu'il a Oui, déjà oui. le contenu dans HTML. Donc, Donc, là, c'est chaud. selon le use case, dans quel cas, imagine, tu as ce workspace-là, tu as blog, tu as Oui, website, tu as portal, tu as n'importe quoi, tu as timesheet. OK, imagine oui. dans quel cas il est plus important d'utiliser le pre-rendering ou non. Parce que j'imagine que dans une application où on fonctionne en temps réel, on n'a pas besoin de faire du Oui, pre-rendering parce qu'on ne sait pas à l'avance les en avant, données. ouais. Ouais. C'est généralement ça qui va te permettre de savoir. C'est généralement cet argument-là que tu évoques qui te permet de faire le choix. Donc, si tu as besoin si tu es sur des pages dont le contenu change très souvent, tu n'as vraiment pas besoin de faire du server-side rendering. Et c'est vraiment à toi maintenant, à ce moment-là, d'optimiser la page de telle sorte que quand les bots arrivent dessus, qu'ils puissent quand même indexer le contenu. Sinon, ta page ne sera pas indexée. OK. C'est vrai, la plupart des bots là savent déjà lire du JavaScript et tout, ils s'en sortent bien avec. Mais des frameworks avancés qu'on a aujourd'hui là, il y a des syntaxes ou bien des features qu'ils incluent souvent qui ne sont pas toujours, comment dire, qui ne sont pas toujours friendly pour les bots. Mhm. Voilà. OK. Donc, ça dépend vraiment de si ta page change rapidement ou bien fréquemment. Que tu vas dire, OK, cette page-ci, je veux la pre-render lors du build ou alors je ne veux pas la pre-render. C'est juste ça. D'accord, d'accord. Donc, au final, c'est au dev de faire son choix en fonction Oui, oui, des contraintes qu'il a en face de lui. effectivement. OK.
Je pense que là marque la fin de ce Happy to Share. Je ne sais pas Yeah. si des gens ont des questions ou des remarques ou des suggestions, elles sont les bienvenues.